milieu du XIVe siècle, la France, bien que pays le plus puissant d'Europe médiévale, souffre de 1000 maux. La Grande Peste de 1347 l'a frappé comme tout l'ouest du continent, exterminant par endroits la moitié de la population. La guerre des Valois contre leurs cousins anglais, que l'on appellera beaucoup plus tard guerre de 100 ans, saigne par ailleurs le royaume. Les difficultés de la noblesse et de la monarchie éveillent chez les bourgeois de la capitale le désir de s'émanciper à l'image de leurs homologues des républiques urbaines de Flandre ou d'Italie. La France va ainsi connaître une amorce de révolution comparable en bien des points à celle qui surviendra 440 ans plus tard. Les États généraux font leur révolution. Le roi Jean de Le Bon, autrement dit le Brave, comme ses prédécesseurs, ne dispose d'autres ressources que les revenus de son domaine. Faute d'impôts permanents, il doit convoquer les États généraux à chaque fois qu'il a un besoin pressant d'argent. C'est le cas en 1355, pour recruter des troupes et faire face à la menace anglaise. Profitant de la faiblesse du monarque, les trois ordres, délibérant en commun, établissent en 26 jours, du 2 au 28 décembre 1355, l'égalité devant l'impôt, dont ni les princes ni le roi ne sont dispensés. Ils décident de nommer eux-mêmes les trésoriers et receveurs, ébauchent l'organisation d'une milice nationale où chacun s'armera selon son état et retire au roi le droit de toucher aux monnaies. Ils élisent aussi une commission de 9 membres, 3 par ordre, pour surveiller l'exécution de leur volonté et lui accordent le droit de requérir le concours de tous contre le roi en cas de besoin. Enfin, ils conviennent de se réunir à nouveau au mois de mars suivant. Jean de Craon, archevêque de Reims au nom du clergé, Gauthier de Brienne, duc d'Athènes au nom de la noblesse, Étienne Marcel, prévôt des marchands de Paris au nom des bourgeois, communique ses résolutions au roi et l'invite à les accepter. En échange, il l'autorise à lever de nouveaux impôts pour un montant de 5 millions de livres parisis, en vue d'équiper et entretenir pendant une année l'armée de 30 000 hommes dont il a besoin pour combattre les Anglais. Jean II, dépensier et léger comme il n'est pas permis, accepte sans barguigner. Financièrement, il n'a guère le choix. Politiquement, il ne mesure pas la portée de son geste. On peut considérer que la France vient de faire sa révolution sans coup férir. La France dans la Bible. Là-dessus, en septembre 1356, Jean le Bon partit à la rencontre des Anglais du Prince Noir et battu à plate couture aux environs de Poitiers malgré une écrasante supériorité numérique. Suprême humiliation, le roi est capturé par l'ennemi ainsi que son fils cadet Philippe, 17 comtes, un archevêque, 70 barons, 2000 chevaliers et écuyers. Le fils aîné du roi, le dauphin Charles, duc de Normandie, s'enfuit sans demander son reste. La monarchie et la noblesse sont déconsidérées. Les captifs ajoutent à leur discrédit en faisant pressurer les paysans pour payer leur rançon. À Paris, le dauphin en charge du pouvoir avec le titre de lieutenant du roi n'emmène pas large. Ce jeune homme de 18 ans, malingre et incapable de tenir une épée, n'a-t-il pas fui au plus fort de la bataille? Étienne Marcel juge le moment propice pour prendre la main. Convoqués en hâte, les États généraux se réunissent une nouvelle fois le 17 octobre 1356. Au total, 800 députés. Le chancelier de France, Pierre de la Forêt, archevêque de Rouen, prononce le discours d'ouverture en présence du dauphin. Puis Jean de Craon, Philippe de Valois, frère du roi, et Étienne Marcel obtiennent que les États se réunissent rue de l'École de médecine, dans le couvent des Cordeliers, pour discuter des mesures à prendre. 80 députés sont désignés pour les préparer. 2 semaines plus tard, le dauphin est convoqué en secret au Cordeliers pour être informé des mesures en question. Brutal. On lui demande de renvoyer et faire juger le chancelier, le premier président du Parlement, le grand chambellan et 4 autres grands officiers royaux, des trésoriers accusés d'avoir falsifié les monnaies. Le conseil du roi devra désormais être nommé par les États généraux et il sera composé de 4 prélats, 12 nobles et autant de bourgeois. Au roi, il ne restera que le droit d'approuver ou non ces décisions. En outre, les États généraux exigent la libération de Charles II le Mauvais, roi de Navarre, que Jean le Bon avait fait jeter en prison, en représailles de l'assassinat de son favori, le connétable Charles d'Espagne. En échange de quoi, l'Assemblée promet au dauphin de financer une armée de 30 000 hommes. Le dauphin joue la montre.
Le dauphin et ses conseillers choisissent de temporiser. Le 31 août 1356, pour la séance de clôture dans la grande salle du Parlement, les députés voient venir au lieu du dauphin le sieur du Hangest. Celui-ci annonce que le dauphin remet sa visite au 3 novembre. Chacun est consterné. Il ne se trouve aucun Mirabeau pour ressouder l'Assemblée comme en 1789. À bout de ressources, la plupart des députés, à commencer par les nobles, abandonnent la partie et rentrent chez eux. Le 2 novembre, nouvelle diversion. Le dauphin réunit quelques députés réfractaires et leur annonce qu'il doit incontinent partir pour Metz, afin de rencontrer son oncle, l'empereur d'Allemagne, Charles IV. Le lendemain, au Cordelier, l'évêque de Laon, Robert Lecoq, membre du Conseil du roi, prend le parti des députés, les invite à faire circuler les griefs du peuple et rappelle opportunément que l'Église peut déposer les rois. Pendant ce temps, le dauphin en appelle aux États des provinces méridionales. Il leur transmet des lettres où il accuse les États généraux de n'avoir rien conclu ni parfait de ce qui leur avait été proposé et leur demande de l'argent en urgence. Il n'obtient que de bonnes paroles. Dépité, il doit revenir à Paris et négocier avec Étienne Marcel. Dauphin et prévôt s'affrontent en public. Les deux hommes, chacun à la tête d'une escorte, se rencontrent près de Saint-Germain-l'Auxerrois le 19 janvier 1357. Charles somme le prévôt de se soumettre. En retour, ce dernier décrète la grève. Le lendemain, aucun boutiquier ou artisan ne lève le rideau. La capitale se fige dans un lourd silence. Le dauphin sent planer la menace d'une révolte populaire. Sans attendre, dans l'après-midi, il convoque la municipalité et lui concède tout. Le renvoi des officiers royaux, l'abandon d'une ordonnance sur la monnaie et une nouvelle convocation des États généraux le 5 février 1357. Au jour dit, peu de députés répondent à la convocation. Il est vrai que ces séjours à répétition dans la capitale sont coûteux. Les présents, qui sont aussi les plus résolus, clôturent leurs travaux par une grande ordonnance. En 60 articles, elle réforme magistralement le cadre du gouvernement. Impôts levés par les députés, inviolabilité de ceux-ci, suppression des tribunaux d'exception. Le dauphin résigné promulgue donc le texte, mais celui-ci est loin de faire l'unanimité en dehors de Paris.